Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, fidèle ami internaute fidèle de cette émission, l'invité sur USAE TV, je reçois pour vous une fois encore dans nos studios Alimatou Badarou. Elle est présidente de l'Organisation des femmes républicaines OFR. Elle est anciennement directrice générale du CNCB. Alimatou Badarou, bonjour. Bonjour Monsieur Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Avec elle, chers amis internautes, nous essayerons en autres de faire le tour de l'actualité, notamment l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon qui est célébré cette semaine, notamment le 23 mai dernier. Alors, Alimatou Badarou, le 23 mai dernier, pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, le peuple béninois a célébré l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon. Alors, en tant qu'acteur politique, quel est le bilan que vous faites, vous? Merci bien. L'an 1 du président Patrice Talon nous a permis de constater que le président Patrice Talon avait vraiment de vraies ambitions pour notre pays, le Bénin. Et évidemment, nous lui avons donné encore notre confiance. Et lors de cette investiture, il a placé son mandat, ce second mandat, sur le hautement social. Et nous avons pu le constater. Un second mandat dans un contexte de la COVID-19 sur le plan mondial. Et je crois qu'en manager averti, il a bien fait de placer ce mandat sous le hautement social. Et donc, nous avons vu un gouvernement qui a continué la dynamique de développement en faisant face à une pandémie qui a touché le monde entier et qui a touché aussi le Bénin sur tous les plans. Et vous avez constaté que les hôtels, beaucoup d'hôtels à l'époque ont fermé et beaucoup d'entreprises qui profitaient de tout ce secteur ont eu des difficultés. Et l'État a dû mettre en place un certain nombre de subventions pour les accompagner à hauteur de plus de 20 milliards. Et donc, c'est déjà du hautement social qu'on a commencé par voir. Et évidemment, la COVID-19 a continué, a eu des effets et connexes, on va dire. Oui, connexes. Parce que ce n'est pas que le secteur du tourisme, le secteur local, puisque nous avons beaucoup de commerçants qui vont chercher des produits à l'extérieur. Et eux aussi, ils ont senti quand même des coûts. Donc, tous ces gens-là ont été pris en compte. Et donc, le hautement social a d'abord commencé par là. Et on a vu un gouvernement qui a continué dans sa logique, parce que vous allez voir que dans le PAG1, il y avait des projets qui sont à cheval sur le PAG1 et le PAG2. Ces projets se poursuivent. Et dans ces projets, vous avez entendu parler du projet H déjà, qui lui était à sa phase pilote. Aujourd'hui, nous assistons à la phase généralisée et intensifiée, je vais dire, parce que non seulement c'est généralisé, pour couvrir environ pour impacter plus de 600 millions de nos populations et 600 millions de personnes. On constate aussi que le volet formation de ce projet a été accéléré. Oui. Et beaucoup... Là, vous êtes en train de nous détailler le hautement social que Exactement. vous avez observé. Oui, qu'on sent d'ailleurs sur le terrain. Vous avez vu, dans ces 12 mois, je vous donne les exemples. La cité qui est à Rideau, qui est en train d'être construite, il y a pas mal de nationalités différentes qu'on observe sur le terrain. Et c'est avéré qu'il a été constaté que la main-d'œuvre béninoise n'était pas à jour. Et le président de la République a pris des dispositions et a contacté les Nations Unies. Et ensemble, ils ont pu demander à ce que ces entreprises-là, qui avaient aussi des pôles de formation, de former nos frères, nos techniciens, que ce soit les peintres, les menuisiers, les plombiers, et plus de 2 millions, enfin pardon, il ne faut pas que j'exagère, plus de 2000 personnes. 2000 personnes. Plus de 2000 ouvriers et artisans ont été formés et sont à jour et ils travaillent sur ces chantiers-là, sans compter de nombreux ouvriers qui sont employés, puisque en dehors de ces groupes d'artisans, il y a aussi des ouvriers qui sont utilisés, qui sont formés. Et ça, c'est du hautement social parce que ça crée de l'emploi. Nos ouvriers sont à jour et ils peuvent travailler puisqu'on a beaucoup de chantiers sur le terrain. À côté de ce projet, nous sentons que l'objectif de l'assurance maladie, puisque on savait que dans le projet H, nous avons 4 volets. Nous avons le volet assurance, le volet formation, le volet
et Crédit Alafia et le volet retraite. Alors donc, au niveau de la formation, c'est ce qui est en train d'être fait. Et sur d'autres sites encore, ce n'est que ça. J'ai donné juste un exemple pour vous dire que le projet H est en train de s'intensifier sur le terrain. Au niveau de l'assurance maladie, il y a des bénéficiaires. L'intensification, par exemple, du projet oui. Arche, assurance pour le remboursement du capital humain. Oui. Comment cette intensification se fait montre? Vous êtes une femme, vous allez souvent au marché. Oui. Lorsque vos militantes, par exemple, ces dames qui sont admiratrices de votre personnalité, vous interrogent de comment Arche se manifeste sur le terrain? Se manifeste bien sur le terrain parce que vous allez voir qu'au niveau du microcrédit Alafia, qui est le volet microfinance, on est déjà à la phase d'intensification où les montants sont déjà doublés. Pour les bénéficiaires qui ont déjà pris le premier microcrédit Alafia, qui ont eu à bien rembourser 1-2 fois, ils sont déjà à un montant supérieur. Vous voyez? Et donc, au-delà même de ces montants que nous appelons montants de microcrédit, il y a des mésocrédits aussi pour d'autres personnes qui ne sont peut-être pas au niveau des microcrédits, mais qui sont dans les fonds, au niveau du Fonds national de développement agricole, par exemple, où il y a des milliards qui sont... FNDA. Oui, FNDA qui sont votés et il y a des milliers de producteurs qui ont commencé par bénéficier de ces subventions. Vous avez vu pas mal d'usines de production qui étaient abandonnées, qui ont été réhabilitées, qui sont en train de fonctionner, qui sont en train de tourner. Je ne sais pas si c'est Zapota, là où on faisait la zone où on produit plus d'oranges dans le zoo. Dans le département du zoo. Voilà, c'est ouvert. Et donc, il y a environ 2000 coopératives qui travaillent avec cette usine. Donc, c'est vous dire que le hautement social a commencé. Les Béninois le sentent que ce soit. C'est vrai que quand on est en milieu urbain, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais quand on écoute les techniciens et que vous allez en profondeur avec ce qui se fait et sur le plan agricole, c'est génial, c'est énorme. On n'y pense pas. Il y a un travail formidable qui est en train d'être fait. Et vous avez vu récemment, il y a quelques jours, même d'ailleurs, on vient d'avoir 17 milliards encore et demi, je crois, pour... les bouviers. Je veux parler des... le mot m'échappe en fait. Je veux parler des éleveurs. Merci, voilà. Les éleveurs. Parce qu'on a décidé de les sédentariser. Voilà, donc pour leur mettre des domaines. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sera une concentration aussi d'industrie de transformation juste à côté de ces centres d'élevage. Vous voyez, donc c'est un projet formidable et c'est des Béninois qui bénéficient de ça. C'est du hautement social, c'est un exemple que vous pouvez palper. Et donc, à côté de cela, vous allez voir que le ministère de la Famille aussi fait beaucoup de social et les personnes à handicap ont reçu pas mal de subventions du ministère ces derniers temps sur leurs associations. Et donc, c'est pour dire que l'État est en alerte, le hautement social se fait constater. Et mieux, le chef de l'État aussi a reçu récemment les syndicats. Il était question de l'augmentation du niveau de salaire au Bénin. On va réaménager le SMIG. Et le hautement social se fait manifester davantage lorsque le chef de l'État, sensible à la cause des travailleurs, surtout les plus démunis, commence par alerter pour dire que désormais, il faut que chaque employé, ne serait que les chauffeurs, les aides-ménages, qui puissent eux aussi avoir une assurance maladie et une retraite, n'est-ce pas? C'est quand même la moindre des choses, que les gens travaillent avec vous autant d'années que vous travaillez dans le secteur public et qui rentrent dans leur phase de retraite et qui rentrent dans la misère. C'est triste quand on y pense. Et le chef d'État est touché par cela et dit que désormais, les entreprises dans le secteur privé ont intérêt à prendre en charge ce volet retraite de leur personnel. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que nous qui avons la chance de sortir, nous voyons ce qui se fait dans les grandes nations, on a conscience de ce que c'est juste que les gens, ils essayent d'être un peu disciplinés et de partager. Tu vois, chacun a un minimum qu'il faut. Vous allez parler, on parle de la sécurité sociale en France. Il est temps qu'on en parle aussi au Bénin. Le volet H est dans cette dimension. Et quand le chef d'État vient rajouter, par exemple, cet aspect, ça veut dire qu'il y aura un minimum pour tout le monde. Alors psychologiquement, vous voyez un travailleur qui sait que ce qu'il est en train de faire lui réserve quelque chose. Et moralement, il est déjà en bonne forme pour travailler et mieux faire ce qu'il est en train de faire. Il ne pense pas à encore quitter là où il est pour aller dans d'autres secteurs. Il se dit que j'ai une certaine garantie ici. Mieux je reste ici, je travaille, je prépare ma retraite. Et il se performe, il fait mieux son travail, il a moins de stress. Vous voyez? Alors, à vous entendre, on a l'impression avec assurance que le hautement social est véritablement en branle depuis le 23 mai 2021. Vous avez parlé des projets entre autres. Oui. Mais est-ce que dans la population, vous sentez la même appréhension des choses telles que vous les avez?
Bien sûr, c'est juste que nous sommes en train de vivre ces derniers temps-ci une autre crise qui vient s'ajouter à la Covid-19, cette crise qui est liée à la guerre en Europe, qui fait que tous les produits sont devenus chers sur les marchés. Moi, je parle des marchés, je parle des marchés mondiaux, avant même de parler de notre marché. Donc, il y a une crise mondiale en ce moment en matière de cherté des prix des biens de première nécessité et autres, même les carburants, tout ça. Et donc, effectivement, quand tu dis ça, les gens peuvent ne pas comprendre. Mais seulement, il faut que les Béninois puissent faire la part des choses, à savoir que nous avons des crises extérieures qui inéluctablement ne... Personne qui influent toutes les économies du monde. Et le Bénin aussi est sujet à cette crise. Et donc, on essaye de comprendre le mécanisme, on essaye d'expliquer à nos populations que de faire la part des choses. Là, le gouvernement, heureusement d'ailleurs qu'il y a un gouvernement très averti qui met vraiment du génie dans le travail qu'il fait au quotidien pour avoir anticipé. Vous avez vu, le Bénin fait partie des rares pays qui a anticipé sur la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 et ce qui nous a permis de quand même tourner un peu malgré l'intensité de cette crise, alors que d'autres pays n'ont pas su gérer ça à temps. Donc, c'est dire que nous avons pris de l'avance et vous allez voir même que par rapport à la cherté de la vie, le chef de l'État a encore pris de l'avance. Il y a eu des subventions qu'ils ont commencé par faire dès le début déjà, entre le moment de la transition de la Covid à la crise en Europe. Il y a déjà des subventions qui ont commencé parce qu'on a vu que... Par exemple, à titre illustratif. Parce que quand la crise a commencé par s'alléger au niveau de la Covid-19, les entreprises qui avaient fermé dans le monde entier devaient reprendre, n'est-ce pas? Et donc, le peu d'entreprises qui ont repris, évidemment, les transports devenaient chers. Et le transport étant cher, les produits deviennent naturellement chers parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, vous voyez. Et donc, les rares qui sont sur le marché, ils augmentent les prix. Et donc, les importateurs sont obligés de supporter ça. Et naturellement, ça influe sur le prix de revient. Et les consommateurs voient des produits qui sont chers. Et donc, l'État, sensible quand même à la situation de sa population, a anticipé en diminuant les frais de douane, que ce soit au niveau du fret aérien ou du fret maritime. L'État a pris des résolutions et le directeur de la douane aussi l'a fait savoir d'ailleurs. Et donc, c'est des faits réels qu'on voit. Et il y a des subventions aussi sur les prix des produits alimentaires. Le carburant aussi, il y a eu de grandes subventions. Donc, c'est dit que le hautement social se fait davantage sentir parce que le gouvernement a l'épreuve de deux crises dans son PAG hautement social. Et donc, ça se manifeste naturellement. Et ce qui est formidable encore, c'est que face à ça, l'autre économie tourne normalement, les fonctionnaires sont bien payés, ils ont toujours leur salaire et les travaux qui sont engagés continuent d'évoluer. Vous avez vu les 35 marchés qu'on a lancés, ils sont en train d'être finis, on tend vers la fin. Donc c'est dit que vraiment, on sent que notre économie poursuit sa dynamique de développement malgré la crise. C'est vrai, ce n'est pas facile parce que, évidemment, l'État n'aura plus assez de recettes alors que nous avons un budget hautement fiscal. Et il faut donc que l'État extrapole, trouve d'autres réserves pour faire face à ces deux crises-là. Mais ça, l'État essaie de gérer et je crois qu'il faut saluer ces efforts-là et saluer aussi le peuple béninois quand même parce qu'il devient un peuple de plus en plus mature, qui comprend quand on lui explique pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est pour ça l'idée a été géniale, l'idée que le gouvernement a eu de descendre, d'échanger en ce moment avec les populations. En parlant, l'État a initié effectivement une tournée d'explications sur les raisons de la vie chère et les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Est-ce que vous avez assisté à l'une de ces séances par exemple? Bien sûr, j'ai eu la chance de rattraper un certain nombre de séances en tant que... Je me sens plus dans la peau de représentant du peuple, évidemment, pour écouter ce que le gouvernement veut nous dire. C'est vrai que nous lisons, nous voyons des choses et nous avons aussi appris à ces assises-là et je mets à témoin le peuple béninois parce qu'il y a beaucoup de nos populations qui étaient très contents, des gens qui ont manifesté leur enthousiasme parce que il y avait beaucoup d'informations qu'ils n'avaient pas, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Et ils ont même demandé au gouvernement de réitérer ce genre de séances d'échange avec les populations parce que le gouvernement travaille sérieusement, on ne s'en rend pas compte. Et donc, le fait de ne pas descendre d'échanger, la spéculation et l'intoxication a pris de la place. Et puis, chacun fait comme il veut, chacun interprète comme il veut. Nous avons vu des gens qui pensaient que le pétrole...
aurait pu être moins cher pour le Bénin si le Bénin allait négocier simplement au Nigeria, sans comprendre que le Nigeria en fait des subventions particulières pour sa population parce qu'il est un producteur de produits et que quand il faut raffiner le produit, il y a des coûts qui se rajoutent à l'extérieur. Et donc nous profitons de la contrebande et nous pensons que c'est parce que c'est moins cher là-bas, ce n'est pas le cas. Et que le carburant même au Bénin est encore moins cher par rapport au Togo, même si certains produits connaissent encore des coûts un peu inférieurs par rapport au Bénin parce que subventionné par l'État. Mais nous avons retenu simplement que depuis la conférence des forces vives de la nation, nous avons opté pour le libéralisme économique et donc l'État s'est désengagé d'un certain nombre d'activités, à savoir les sociétés d'État, puisqu'on a même vu que ces sociétés ont failli. Et donc, comme le secteur étant libéré, l'État n'a pas beaucoup de marge sur les produits. Parce que celui qui va acheter ces produits, qui vous montre la facture, le prix auquel il a acheté, vous voyez la marge, vous-même l'État, vous allez rester perplexe. Et donc, pour ceux-là qui respectent, qui tiennent compte des coûts et qui ne font pas des exagérations, donc c'est pour ça que l'État s'implique en voyant par où il peut accompagner. C'est accompagner à travers les taxes, en diminuant certaines taxes. Et c'est ce que l'État fait, la TVA sur certains produits alimentaires, le cas du riz par exemple. Donc, en tout cas, je crois que, franchement, j'ai eu le temps, nous avons eu le temps, nous tous qui avons participé à cette séance, de mieux comprendre ce qui se fait. Nous nous sommes rendus compte que le TRAF travaille et qu'il nous revient d'accompagner l'État. Est-ce qu'au cours de cette séance-là, vous avez noté un caractère sélectif dans le choix de ceux qui devaient venir assister à cette séance? Est-ce que les populations venaient par engouement ou elles étaient triées par les lieutenants politiques? Ah non, c'était plutôt administratif parce que, vous savez, je suis coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Je n'ai pas invité mes femmes à ces assises. C'est pour ça que j'étais obligée moi-même d'aller m'asseoir pour entendre, puisqu'il me revient d'aller après leur restituer ce que j'ai entendu, puisque je sais qu'elles font face aussi à cette crise, surtout les femmes. Alors donc, c'est administratif, c'est les maires et puis les CA qui ont invité les administrés pour venir écouter. Et il n'y avait pas de sélection parce que quand vous voyez les gens se lever, quand ils prennent la parole, mon Dieu, ils étaient chauds, hein. Il y en avait qui allaient alors chaud, qui voulaient... Ah ouais, ils voulaient voir le président de la République face à face pour lui dire leurs mots. Et donc, on sent vraiment que la liberté d'expression, elle est là. Et puis, le Béninois, vous savez, quand il veut se libérer, il se libère. Et j'ai salué aussi vraiment le courage de ces ministres, de ces cadres techniques qui étaient là, qui les écoutaient, qui disaient, oui, nous allons transmettre votre message, qui les laissaient se libérer. Et quand ils ont fini de se libérer, on leur apporte la bonne version. Et eux-mêmes, ils se mettent la bonne information, eux-mêmes, ils se mettent parfois en excuse pour dire, ben voilà, il fallait revenir nous voir, il fallait venir nous expliquer les choses. C'est parce que nous n'avons pas les informations, vous travaillez beaucoup, vous avez intérêt à nous informer de ce qui se passe. Donc, à la fin, ils encouragent le chef de l'État et ils font aussi des propositions. Ils sont tous en train de comprendre parce que moi, quand j'ai fait la synthèse, j'ai finalement retenu que tous les Béninois ont compris que il faut que nous travaillions davantage et que nous allons à la terre, que nous produisons beaucoup. Et que nous évitons de spéculer, de ne pas profiter de la crise pour créer des situations dures, parce que c'est nous tous qui en partissons à la fin. Donc je crois que chacun est en train de comprendre et que nous avons des réseaux, des lignes dédiées pour ceux qui spéculent, ceux qui ne respectent pas les prix proposés par l'État, ceux qui ne restent pas dans les tests de la République qui débordent. Donc, il y a des lignes dédiées pour dénoncer. L'État répond. Nous avons eu la chance de voir aussi des directeurs techniques de tous les ministères pratiquement concernés qui étaient là, qui répondaient aux questions de nos populations. Et une population vraiment très attentive qui a écouté, qui a aussi apporté des solutions pour qu'on puisse juguler la crise. C'est ce qui est important. Alors, aujourd'hui, Alimane Badarou, nous allons évoluer un peu dans cet entretien. La plupart des gens, au-delà des problèmes de la crise, où les gens estiment qu'ils ont faim, malgré tout ce que vous avez dit, malgré tout ce que vous notez, il y a des Béninois qui continuent de dire qu'ils ont faim et que, bon, ils ne perçoivent pas réellement les impacts de ces réformes-là qui ont été effectuées. Selon vous, comment cela peut se traduire? Non, nous sommes conscients, hein, parce que vous et moi, nous aussi, nous allons sur le même marché. Ce n'est pas facile. C'est comme la dernière fois, j'ai constaté aussi que malgré qu'on ait plissé le prix de l'huile à 1300, j'étais rentrée dans certains magasins. J'étais partie pour tester, pour voir, et je n'ai pas retrouvé l'huile de 1300. J'ai vu des huiles d'1 litre à 2000 et quelques, 2000 jusqu'à 5 quelques. Et je posais la question, et j'ai même dit à la directrice du commerce du littoral pour dire que voilà, on a un problème sur le terrain. C'est là qu'elle me faisait comprendre que l'huile qui est subventionnée, c'est bien l'huile végétale. Parce que les autres huiles que nous voyons, c'est l'huile de tournesol, l'huile, il y a beaucoup d'autres huiles. L'huile d'olive encore, n'en parlons plus, c'est encore plus cher. L'huile d'ailleurs, il était déjà cher depuis un moment, depuis toujours. Voilà. Donc ça dépend de vos choix alimentaires aussi. Parce que
Du coup, on est obligé tous de changer, de changer nos habitudes alimentaires. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il y en a qui avaient dit qu'on a constaté que l'huile d'arachide était encore plus chère parce que produit local. Comment se fait-il que le produit local est plus cher, tout ça, voilà. Et donc, c'est l'effet aussi des carburants, les machines qu'on fait tourner aussi pour produire ces huiles-là et les prix des matières premières qui interviennent dans ces productions. Donc, c'est ça qu'il faut aussi qu'on explique aux populations. Mais franchement, je peux dire que le gouvernement fait de grands efforts parce que moi, j'ai vu récemment en France qu'il y avait des magasins qui n'avaient plus d'huile. La rareté a commencé par se faire sentir. Et même en Europe, vous vous rendez compte. Et nous, au moins, quand on rentre, on trouve de l'huile. À un moment donné, tu n'en trouves pas du tout. Si tu dois vraiment en trouver, c'est peut-être de l'huile d'olive qui est à plus de 15 €. Vous voyez. Et en plus, le gasoil, il est déjà à plus de 2 €. Donc, quand j'ai vu le niveau de la crise il y a 10 jours en France et par rapport au Bénin, j'ai dit, waouh, on a de la chance. Parce que pour le moment, nous, on ne fait pas encore face à la rareté. Vous voyez. Parce qu'une chose est d'avoir les prix élevés et la rareté, c'est encore plus, c'est que tu ne trouves même pas le produit. Malgré qu'il y ait l'argent. Voilà. Le produit n'est pas disponible, n'est pas accessible. Donc, c'est dit que le gouvernement est en train de faire un effort louable et que, franchement, si tout le monde suit le gouvernement et que les gens ne spéculent pas et que les gens ne sortent pas aussi nos engrais, vous avez vu, et que les gens ne sortent pas nos produits subventionnés, ces produits vont rester sur le terrain et permettre aux paysans, aux agriculteurs locaux de mieux produire. Alors, plus nous aurons de production, les prix vont baisser. Puis, s'il y a d'offres, vous voyez, non, les prix baissent. Mais quand il y a moins d'offres, les prix haussent. Donc, du coup, il y a des trucs qui se croisent, à savoir que pendant qu'on parle de la cherté de la vie et qu'on essaye de mettre les subventions en place pour contrôler les prix, d'autres spéculent parce qu'ils sont de mauvaise foi, ils profitent de l'inflation. Il y en a même quand ils sont en période comme ça, ils se disent que oui, bon, vu que ça va durer un moment, je vais cacher mes trucs et attendre le moment où le prix va monter encore avant de monter. Et donc, ils se font des marges faramineuses, c'est pas bien. En faisant ça, ils sont en train d'aggraver. Donc, ça fait que parfois, on n'arrive pas à constater les effets immédiats de ce que le gouvernement est en train de faire. Mais ce que moi je retiens, c'est qu'il y a une certaine constance et donc ça veut dire qu'on peut dire que les effets se font remarquer, que nous pouvons rendre grâce à Dieu qu'on n'a pas encore vu le pire. Et Dieu fera, ne verra pas le pire, mais seulement qu'il faut qu'on change très vite nos habitudes et qu'on s'adapte et que voilà, on commence par trouver des produits comment on dit, les produits intermédiaires ou bien les produits de... Il faut inciter au consommation local. Oui, bien sûr, ou bien d'autres produits qui vont nous permettre de remplacer. Je vais donner par exemple le cas des produits alternatifs. Je vais dire le cas du blé. Par exemple, si déjà on nous a dit que le manioc permet de faire le pain, c'est-à-dire c'est de voir avec les spécialistes de la gastronomie comment on fait ça, quel appareil il faut pour raffiner ce manioc afin d'avoir le même résultat. C'est ça en fait. Et ils ont dit qu'avec le maïs aussi on peut faire le pain. Donc c'est dit que c'est l'occasion pour nous d'innover, d'aller faire certaines recherches, de découvrir. Et puis voilà. Et donc le Bénin peut sortir aussi gagnant de cette crise parce que vous savez, c'est toute situation qui vous arrive. Il ne faut pas toujours regarder ça comme un mal. Il y a toujours une solution, il y a un autre terrain. Et on dit aussi, d'un point de vue spirituel, quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Donc c'est peut-être un moment d'éveil pour les peuples comme nous, qui sont revenus intermédiaires, de mieux réfléchir, surtout que nous, on dit que nous sommes deuxième vallée après le Nil du monde. Donc ça veut dire que notre terre est tellement fertile et que si nous montons à la production, nous allons faire des miracles. Alors, Halimata Badarou, vous êtes politique et c'est d'ailleurs cela qui a valu quand même certaines promotions pour votre modeste personne. Je m'en voudrais de vous recevoir si vous ne pas aborder le plan politique. Nous sommes à quelques mois d'une élection de grande envergure, la législative de 2023. À quelques mois de ces élections-là, quelle appréciation portez-vous sur l'animation de la vie politique en général, mouvance comme opposition? Oui, l'animation de la vie politique en général en ce moment, c'est que on sent quand même qu'il y a eu certaine accalmie. Évidemment, c'est pas que la cherté de la vie, je crois qu'il a pris le pas un peu sur les acteurs politiques, l'ardeur aux élections. Mais en même temps, on note quand même qu'il y a des partis qui font des tournées. On a vu récemment que les démocrates sont en tournée nationale. Et donc, c'est dit quand même que la vie politique suit son cours. Évidemment, on ne voit plus comme avant où, à quelques mois des élections législatives, on voit beaucoup d'acteurs politiques sur le terrain qui sont en train de faire beaucoup d'actions. Parce que désormais, il y a une discipline dans les partis et les activités sont plus portées par les partis. Ce n'est plus les individus qui portent des activités en fonction de leurs désirs ou de leurs rêves. Donc, c'est pour ça qu'on peut lire certaines accalmies et que si vous voyez une activité, c'est vraiment une activité qui est portée par le parti lui-même. Donc, je peux dire que, voilà. Voilà, autre. Alors, autour de cette
de ce scrutin, il y a des débats qui se font. Les acteurs politiques ont été invités par le médiateur de la République. Ils ont également été invités par la conférence épiscopale pour échanger sur la tenue d'élections apaisées. Au cours des échanges, il ressort toujours la nébuleuse question des 10%. Halima Gadarou, lorsque vous avez écouté de part et d'autre, quelle appréciation faites-vous de la démarche du médiateur de la République, du clergé et également, que pensez-vous de ce débat qui subsiste au niveau des 10%? J'avoue que j'apprécie la démarche du médiateur de la République et celui du clergé. Je peux dire qu'ils sont dans leur rôle. Vous savez, quand dans une république, les forces sont là et chacun a son rôle. Et je crois que c'est une bonne démarche. Et seulement, c'est le contenu qu'il faut regarder. Vous voyez, j'estime que le problème de 10% ne devrait plus être d'actualité. Nous n'allons pas toujours rétro-pédaler. Nous, il faut qu'on avance. Parce que 10%, c'est quand même, je crois, le minimum qu'il faut pour qu'on sache si vous êtes vraiment un parti d'envergure nationale. Parce qu'il nous faut des partis d'envergure nationale pour gagner le pouvoir d'État. Il n'est plus question de venir au pouvoir par hasard et de prendre le pouvoir en fonction de nos humeurs ou parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas des intérêts, on décide que bon, nous allons nous constituer en mouvement pour prendre le pouvoir. Non, le Bénin a compris ça, on est en train de prendre un autre élan parce que les grandes nations, c'est ça. C'est les grands partis, les grands regroupements qui prennent le pouvoir, qui contrôlent le pouvoir d'État avec des projets de société pertinents. Vous voyez? Et donc, dire qu'on recule, qu'on ne va pas prendre les 10%, c'est comme si on veut aller en parade, on s'amuse là, on ne se prend pas au sérieux. Il faut vraiment qu'on se prenne au sérieux. Donc, à vous entendre, il ne faut pas toucher aux 10%. Non, pas du tout. Ça, c'est reculer. C'est reculer, toucher aux 10%. Tout à fait. Alors, que pensez-vous de ces acteurs politiques qui estiment qu'il faut forcément y toucher pour que le Parlement prochain ne soit pas composé exclusivement de l'Union progressiste et du Bloc républicain? Non, les 10% n'ont rien à voir avec le Bloc républicain et le Parti Union progressiste. J'estime que si quelqu'un est convaincu de ses idées ou de ses idéaux pour son parti et qu'il a de la matière, il a jusqu'à aller convaincre le peuple béninois. Et si 10% du peuple béninois lui porte sa voix, ça veut dire que ce qu'il dit est bon, ce qu'il dit est pertinent. Donc c'est ce travail qu'il doit faire. Ces partis doivent aller travailler leur électorat. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on est face à un gouvernement qui est très performant, qui a du génie, qui travaille, parce que le Bénin est en train de changer. Le président Patrice Talon, il ne dort pas, il travaille beaucoup, il est en train de nous révéler. Et les Béninois sont en train de comprendre, nous avons laissé beaucoup de travers, nous avons une intelligence maintenant qui est prête à accepter le développement, même si c'est dur, vous comprenez. Donc, il sera plus facile aux gens de venir raconter ce qu'ils veulent au peuple béninois. Le peuple béninois a beaucoup de maturité maintenant. Ce ne sera pas facile, effectivement, pour avoir les 10%. Mais il faut s'y mettre, hein, si on aspire vraiment au pouvoir. Sinon, ben, ils n'ont qu'à se refondre avec nous. On a assez de place pour les recevoir. Ils n'ont qu'à se refondre avec vous. Alors, l'État central, selon vous, puisque on estime que Patrice Talon a une grande responsabilité en tant que président de la République et chef de l'État dans le caractère inclusif des élections. Alors, selon vous, est-ce qu'il a véritablement un rôle à jouer véritablement? Non, le rôle de l'État, c'est le rôle régalien, le respect des tests. Il faut juste simplement que les partis politiques se mettent à jour. Parce que ne pas se mettre à jour, c'est s'exclure du dispositif. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'a pas été facile pour le Bloc républicain ni le Parti pour Union progressiste pour prendre part à ces élections pendant la période de la réforme du système partisan. On a tous couru. Tous les candidats, on devait prendre notre quitus fiscal. C'était déjà un genre d'assainissement public qui disait par son nom, n'est-ce pas? N'est pas candidat qui veut. Donc, on devait se mettre à jour, on devait payer nos impôts, être de bons citoyens. Vous voyez un peu. Donc, ça s'est imposé à nous. Et donc, ceux qui ont compris que maintenant, quand les tests de la République viennent, qu'il faut les respecter, s'y soumettre, on prépare aux élections. Parce qu'il y avait parmi nous aussi, parmi les républicains, des progressistes, des gens qui n'étaient pas à jour, qui naturellement n'ont pas pu prendre part aux élections. Avant même de parler des partis politiques, je veux vous dire, donc, à l'intérieur des partis politiques, il y a aussi de la discipline. Et c'est le code électoral qui le dit pour être candidat. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors oui. Donc, il est question que chaque parti s'organise et qu'il présente des militants qui sont à jour, bien organisés. Et donc, il n'y aura pas de problème d'exclusion. Donc, je crois que l'État est dans son rôle régalien du respect des tests. Il revient aux candidats, aux partis désireux de prendre part aux élections, de se mettre à jour pour pouvoir prendre part aux élections, comme un candidat qui veut aller aux examens. Comme un candidat qui veut aller aux examens. Oui. Alors, quelles sont vos espérances pour la tenue du scrutin de 2023? Alors, 2023, c'est l'année
où nous avons beaucoup espoir que les choses vont changer, et surtout en faveur des femmes, parce que le code électoral nous a consacré un siège par circonscription électorale, et ce code-là est bien arrivé, parce que quand vous regardez notre assemblée actuelle, nous n'avons que 6 femmes sur les 83, c'est pas normal. Et donc le législateur l'a compris, sous le leadership de son Excellence le président Patrice Talon, nous avons eu cette opportunité. Et c'est l'occasion pour moi encore de saluer le président de la République pour ce qu'il a pu faire dans pour nous emmener à avoir cette opportunité, parce que c'est sous son mandat. C'est vrai que ce n'est pas lui qui vote les lois, c'est les députés, il faut les saluer parce qu'il y a une volonté. Mais je vous assure, je sais qu'il a plaidé pour nous parce que... Il y a eu sa volonté politique. Oui, parce que c'est la volonté de celui qui est là qui détermine un peu les résultats qu'on peut avoir. Et donc, il a compris, puisque vous allez constater dans le monde entier, le problème de la représentation des femmes se pose toujours. Vous voyez, mais les pays qui ont pu régler ce problème ont été ceux qui ont eu le courage de voter des lois pour cadrer ça. Vous voyez, et donc quand on vote la loi, on est sûr qu'on va avoir, et c'est pour ça que nous allons avoir à la prochaine législative 24 femmes au moins. Et donc, nous espérons avoir au moins 30. Quand je dis 30, c'est ces 24 prévus par la loi, plus les 6 qui sont là. Ce serait déjà ça. Et on va voir si les partis vont faire plus d'efforts, parce que là, on passe à 30 ou 40. Là, on saura que oui, les partis ont fait des efforts, les partis ont compris et ils veulent accompagner les femmes. Donc, c'est ça, c'est notre espoir. Notre espoir, c'est d'avoir plus de 30 femmes à l'Assemblée nationale, et nous allons savoir que, ah oui, les réformes ont commencé par vraiment porter au niveau de la promotion de la femme. Alors, Alimane Mouladaou, on vous connaît comme l'une des grandes actrices qui militent pour la cause de la femme, de la gente féminine. C'est d'ailleurs cela qui vous a valu votre promotion à la tête de l'OFR, cette organisation de votre formation politique que vous dirigez depuis quelques années. Alors, le président Patrice Talon, sous son mandat, ce que vous avez dit sous son mandat tout à l'heure, a érigé une statue en mémoire des Amazones du Bénin. Oui. Vous avez pris certainement plusieurs fois sur ce grand boulevard. Oui. Dites-nous, quel est l'état dans lequel vous vous retrouvez lorsque vous passez devant cette statue qui, depuis quelques semaines, s'est révélée au public? Oui, disons que quand je regarde d'abord cette statue, je vois l'allure de la femme qui est présente. C'est une belle femme avec belle allure, une femme qui nous ressemble à nous les Béninoises, donc c'est vraiment une Amazone. Donc c'est déjà le premier point, parce que c'était pas question de mettre une femme qui ne nous représente pas, qui ne nous ressemble pas. Donc effectivement, nous avons une femme qui nous ressemble, une belle allure. Et donc je suis très contente c'est une manifestation encore claire de la volonté du chef de l'État de faire la promotion de la femme béninoise, des Amazones béninoises. Nous saluons ça, nous sommes fiers. Et ça nous donne le courage de nous organiser davantage et de comprendre que c'est notre ère et que nous avons tout à gagner avec le président Patrice Talon. Et juste lui dire que nous sommes en train de bien comprendre le message et que nous allons nous organiser les prochains jours pour lui dire que nous avons compris son message en tant que femme béninoise et qu'il peut toujours compter sur notre soutien et que nous sommes fiers de l'avoir comme président. Alors, dernière question, pour ne pas dire avant-dernière, je m'en voudrais de vous poser la question, comment se porte l'OFR? L'Organisation des femmes républicaines se porte très bien. Vous savez que nous sommes à la veille des élections législatives et c'est de bon temps que l'OFR monte au créneau pour remuer sa base afin que l'occasion qui nous est donnée pour avoir la chance de faire siéger beaucoup de femmes à l'Assemblée nationale, l'OFR ne rate pas cela. Mais tout en sachant qu'avant même ça, cet enjeu, l'OFR a toujours été à l'avant-garde des performances électorales du bloc républicain. Et donc nous travaillons, nous sommes sur le terrain, nous sommes organisés. Et donc l'OFR se porte très bien et attend seulement le coup d'envoi du parti bloc républicain. Et comme ça, vous allez nous voir bouger davantage sur le terrain. Bouger davantage sur le terrain. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces femmes, peut-être militantes de l'OFR, qui, en voyant ce lien de l'émission, ont voulu quand même suivre cette émission. À toutes les personnes qui ont pris de leur temps, sacrifié de leur temps pour suivre cette émission, vous allez leur adresser un petit mot. Je voudrais d'abord dire un message
de satisfaction par rapport à la tournée gouvernementale. Bon, ce n'est pas satisfaction entière, hein. Je veux dire que le message a été compris, ce qui nous a permis d'avoir le courage de comprendre que c'est ensemble que le gouvernement, avec nous, nous allons développer ce pays. Le peuple béninois a déjà saisi les grandes opportunités qui s'offrent à lui à travers les différentes réformes dans tous les secteurs. Je voudrais inviter nos concitoyens à plus de courage, à plus d'efforts, à plus de patriotisme et inviter mes consoeurs, les femmes béninoises, et leur dire que c'est pas facile, on est conscient de ce qui se passe. Nous allons tous rester en prière pour que tout ce qu'il y a comme crise dans le monde, que Dieu le Tout-Puissant nous calme cela et que ça arrête d'influencer le panier de la ménagère. Et continuer de dire que le gouvernement est en train de faire des efforts. Vous avez vu pas mal de projets, les cantines scolaires qui ont été renforcées pour permettre aux familles d'avoir un chèque alimentaire. On ne peut pas dire que rien n'est fait. C'est vrai, c'est dur, mais de regarder un peu ce qui se fait, de continuer d'encourager les efforts du gouvernement à travers de bons comportements sur le terrain, qu'ensemble nous allons juguler la crise. Et j'invite toutes les femmes béninoises à persévérer pour le développement du Bénin. Merci à vous, Alimat Badarou, chers amis internautes. On retiendra de cet entretien que notre invité à l'entame de son intervention a fait savoir que le président Patrice Talon a de vraies ambitions. Pour elle, c'est un second mandat qui est marqué par la crise de Covid-19, une situation qui a amené le gouvernement à avoir de la vision et à placer ce mandat sous le signe du hautement social. Elle a noté au cours de ces 12 premiers mois une poursuite de la dynamique de développement engagée par le président Patrice Talon depuis avril 2016. Elle a fait savoir que le hautement social passe par les subventions à divers niveaux, notamment au niveau des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Il y a également des projets qu'elle a fait montre et qu'elle a évoqué sur ce plateau, qui sont à cheval entre le programme d'action du gouvernement PAG 1 et le PAG 2. Elle a fait savoir que l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE est un programme social qui est à sa phase généralisée. Elle a évoqué au cours de son intervention la construction des logements sociaux. Elle a fait savoir que le volet 4 de l'Arche, qui est les microcrédits, est en plein essor actuellement depuis un certain temps au pays. Elle a également salué les prouesses qui sont effectuées par le Fonds national de développement agricole, le FNDA. Elle a fait savoir qu'il y a un regard particulier et compatissant de l'État central à l'endroit des personnes handicapées, et pour elle, cela également, c'est du social. Elle a fait savoir également que le gouvernement, préoccupé par la question du social et par le respect des engagements pris lors de la prestation de serment, le chef de l'État a rencontré les centrales et confédérations syndicales et le patronat afin de discuter autour de la hausse du SMIC, et pour elle, c'est également du social. Le fait que le chef de l'État, Patrice Talon, ait recommandé aux acteurs du secteur privé l'assurance maladie et la retraite pour leurs employés et qu'ils soient déclarés, pour elle également, c'est un acte fort qui relève du social. Elle a fait montre des facteurs exogènes qui influent sur l'économie nationale, notamment la crise qui oppose la Russie à l'Ukraine. Elle a fait savoir que des subventions sont effectuées au Bénin en raison de la vie chère. Elle a parlé de la réduction des frais de douane, de la subvention des denrées alimentaires et des produits hydrocarbures. Elle a décrit un peu au cours de cet entretien, chers amis internautes, l'ambiance qui a prévalu lors de la tournée d'explication des populations, une tournée gouvernementale nationale qui avait pour but d'aller expliquer aux populations les raisons de la vie chère et les mesures dans le même temps qui ont été prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette vie chère. Pour elle, c'est une démarche opportune qu'il faut d'ailleurs même rééditer. Le gouvernement fait des efforts louables qu'il faut saluer, a laissé entendre Alimatou Badarou au cours de cet entretien. Parlant de l'animation de la vie politique, elle fait savoir que la vie politique est active et elle a fait observer que les démocrates sont sur le terrain depuis un certain temps et que au niveau des autres formations politiques, on peut noter un peu un caractère plus ou moins terne parce que il y a davantage de discipline dans les formations politiques et donc il n'y a plus d'action solitaire, il n'y a plus de pagaille au sein de la scène politique. Commentant la disposition qui fait objet de polémiques et de controverses, celle des 10%, pour elle, la question des 10% ne doit plus être d'actualité. Il ne faut pas y toucher, a-t-elle lancé au cours de cette émission. Elle a argumenté dans ce sens et invite les partis politiques à travailler leur électorat afin d'obtenir 10% pour le partage des sièges. Elle invite également les partis politiques à se mettre à jour et déjà à commencer par collecter les pièces pour ne pas se faire surprendre au moment de la récolte des dossiers. Elle a rappelé
quelques dispositions du côté électoral, notamment celle qui prescrit l'obtention de une femme par circonscription électorale. Nous en avons 24, donc ça fait 24 femmes. Une disposition qu'elle salue et qu'elle a fait savoir que c'est une disposition qui est venue sous le leadership du président Patrice Talon, dont il a salué l'engagement politique au passage. En fin d'émission, elle a eu à commenter cette statue en mémoire des Amazones qui fait couler beaucoup d'encre de salive au pays. Elle est admirative de la statue qui est en mémoire des Amazones, un hommage aux femmes du président Patrice Talon. Et en fin d'émission, elle a eu à dire comment se porte l'organisation de son parti politique, l'OFR, l'organisation des femmes républicaines, comment ça se porte. Et également, elle a eu à démontrer la contribution remarquable de l'OFR dans les résultats politiques qu'obtient le parti lors des échéances électorales. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. C'est bien ça. Merci beaucoup, à vous, Alimatou Badarou. Je rappelle que vous êtes présidente de l'OFR, anciennement directrice générale du CNCB. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. C'était à l'instant l'invité de ce dimanche. Portez-vous bien. À demain, lundi matin, pour Fruit Matin.